On en vient souvent à se poser, même quand on est dans des relations familiales ou des relations de couple, on en vient à se poser si notre générosité, l'expression de notre générosité est intelligente ou, pour utiliser un autre terme, elle est astrale. Nous recevons ce soir Bernard de Montréal pour discuter sur ce sujet qui se veut épineux souvent dans notre quotidien. Nous recevons donc Bernard de Montréal. Bonsoir Bernard. Bernard, dans les situations sociales, mondiales, économiques qu'on vit aujourd'hui, les gens vivent sous bien des formes des sollicitations, souvent d'ordre monétaire ou d'ordre d'implication de temps ou quoi que ce soit du genre, et ils sont appelés évidemment à être généreux envers les autres. J'aimerais ça que ce soir, on étudie l'aspect où une générosité est perçue comme étant intelligente ou lorsqu'elle est vécue sous une forme d'astralisation quelconque. Est-ce que on pourrait impliquer le sentiment de culpabilité comme étant un axe potentiel de générosité ou est-ce qu'on est manipulé astralement et puis une générosité intelligente comme étant un échange? J'aimerais qu'on parte sur cette base-là, si c'est possible. Posez-moi une question précise. Bon, est-ce que l'individu qui se voit sollicité dans ses relations avec d'autres, autant en couple que dans un travail ou dans un processus de, je pense à des organismes qui demandent de donner, exemple, généreusement pour aider les autres, là, des pays du tiers-monde ou autres, qu'est-ce qu'on peut voir d'intelligent dans un geste qu'on fait vers l'autre? Qu'est-ce qui détermine que notre générosité ou notre mouvement vers l'extérieur est intelligent? La question n'est pas précise. Il y a deux types d'hommes sur le globe. Il y a les hommes, il y a l'homme inconscient ou l'homme involutif, puis il y a l'homme conscient ou l'homme évolutif. La générosité pour un être conscient évolutif ne peut pas être la même que pour l'être inconscient involutif. Parce que la fondation du geste est différente. Un être conscient, par exemple, un être conscient est suffisamment centrique dans sa conscience pour ne pas vivre sa générosité par rapport à des sentiments. Bon. Alors, involutivement parlant, l'homme, quand il est involutif, quand il est inconscient, il vit sa générosité par rapport à des sentiments. Autrement dit, ce sont ses sentiments qui le motivent à être généreux. Ce qui est pas mauvais. C'est simplement une observation. Pour l'homme conscient, ce ne sont pas ses sentiments qui le motivent à être soi-disant généreux. C'est son état mental. Par exemple, un être inconscient qui serait sollicité pour envoyer de l'argent au tiers-monde, toutes les conditions sociales, planétaires, évolutives, karmiques de la planète se mélangent à son propre karma personnel. L'homme inconscient est lié au karma de son monde et le monde est lié à son karma individuel, mais rapporté à plusieurs unités. Donc, l'être involutif va agir dans sa générosité par rapport à des demandes, à des sollicitations pour le tiers-monde en fonction de son inconscience généreuse. Donc, il y a de l'inconscience généreuse. Un être conscient qui serait sollicité pour aider le tiers-monde vivrait une action ou un état mental totalement différent parce que, premièrement, il est conscient que ce qui se passe dans le tiers-monde, ça fait partie du karma planétaire, ça fait partie du karma des nations, ça fait pas partie de son karma personnel. Ça fait partie de l'impuissance des gouvernements, ça fait partie de l'évolution des gouvernements, ça fait partie de la stupidité des gouvernements, ça fait partie de la passion négative des gouvernements, ça fait partie du manque de conscience créatrice des gouvernements, ça fait partie, quoi, de toute l'expérience évolutive, expérimentale de l'homme inconscient. Donc, lui, en tant qu'individu conscient, ne serait pas prêt
à actualiser son action pour rebalancer des œuvres ou des actes qui sont le résultat de l'inconscience des gouvernements. OK. Donc, sa perspective, son entendement, sa compréhension, qui est totalement personnelle, totalement occultée à la conscience de la masse, va l'amener à agir d'une façon très différente. Bon, comment se fait-il qu'une personne intelligente là, qui a manifesté une forme quelconque, premièrement, est-ce qu'on peut dire, qu'une personne intelligente est généreuse? Une personne intelligente, dans le sens conscient du terme, est généreuse, oui. On peut dire ça, bon. Mais pas avec des sentiments. OK. Parce qu'une générosité basée sur des sentiments n'est pas nécessairement une générosité intelligente. C'est une générosité basée sur des sentiments. Donc, il y a des mouvements d'âme là-dedans qui sont d'ordre karmique, qui sont au niveau du tempérament, qui font partie du caractère, qui font partie du besoin de l'individu de balancer possiblement un certain niveau de culpabilité, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans la générosité intelligente, il n'y a pas de sentiment. Dans l'intelligence intégrale, il n'y a pas de sentiment. C'est intelligent ou ça ne l'est pas. Tandis que dans l'intelligence involutive, karmique, de la conscience expérimentale, il y a beaucoup de sentiments. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont généreux par rapport à leurs sentiments, puis ils ne devraient pas l'être. Bon, est-ce qu'on peut imaginer, pour un individu inconscient, là, de devenir généreux sans sentiment? C'est difficile. C'est difficile. Oui. Donc, une personne qui est généreuse par sentiment justifie totalement son geste par les sentiments. C'est ça. Bon, comment, à ce moment-là, la personne intelligente justifie son geste, si ce n'est pas par le fait du sentiment? Vous voulez dire une personne intelligente consciente? Oui. Comment elle fait pour justifier sa générosité? Elle ne la justifie pas. Ça fait partie de son intelligence. C'est intelligent d'aider ou c'est pas intelligent d'aider. Par contre, elle a une réserve, elle a une base, elle a un tableau de fond qui lui permet de comprendre les conditions, les sous-conditions, les conséquences, les a priori de sa générosité. Elle est consciente des conséquences pour elle-même? Non. Les conséquences pour ceux envers lesquels elle est généreuse. Quand vous êtes généreux, les conséquences sont pour autrui, ne sont pas nécessairement pour vous-même. Autrement dit, un homme qui voudrait aider, par exemple, ce qui se passe dans le tiers-monde, mais les conséquences sont pour le tiers-monde. Cet argent-là, cette énergie-là va vers le tiers-monde. Les conséquences deviennent pour soi-même sur le plan émotif, subjectif. Quand vous êtes généreux et vous aidez les gens, les conséquences vous reviennent parce que vous allez vous faites un acte de générosité parce que ça vous calme au niveau moral. C'est bon pour vos intestins. Mm-hmm. Tandis que pour l'être conscient qui est généreux, cette énergie-là qu'il dirige dans le monde, c'est pour le monde ou les individus envers lesquels cette générosité-là est dirigée. Puis, effectivement, il y a quelque chose qui lui revient dans le temps parce qu'il y a une consistance créatrice dans son geste. C'est la consistance créatrice de son geste qui va faire que, éventuellement, ça lui revient. Mais ce n'est pas au niveau de son ego subjectif qu'il va prendre la substance de cette générosité-là et se la donner au niveau de ses émotions. OK, il ne réfléchit pas à son mouvement. Non. Alors que la personne qui fait par sentiment... Il ne va pas mettre de valeur dans son mouvement. Okay. Tandis que l'être involutif va mettre une valeur dans son mouvement. On aurait pensé le contraire, c'est-à-dire qu'une personne est généreuse par une sorte de spontanéité amoureuse. C'est l'impression. C'est l'impression, ça. Tandis qu'on va souvent penser de générosité dans l'intelligence parce qu'on va voir comme un calcul dans le temps. Là. Non, c'est de l'impression, ça. Bon, dans l'intelligence mentale consciente, quand on parle de conscience supramentale, il n'y a pas d'émotion dans cette intelligence-là. Donc, s'il y a un mouvement vers l'extérieur, vers les nations, vers les hommes de générosité, ce mouvement-là, il est purement créatif. Et même, ça va plus loin que ça. Si l'être est réellement conscient, puis il y a un contact avec le plan mental, c'est le plan mental qui l'avise d'être généreux ou de ne pas l'être généreux. Puis dans le fond, les conséquences de l'acte, les conséquences du geste sont déjà enregistrées dans le plan mental. Le plan mental sait déjà pourquoi ce geste-là doit être fait. Ça n'a plus rien à faire avec l'ego. Donc, à ce stage-là, l'individu est totalement désimpliqué dans son mouvement. Totalement désimpliqué. Mais c'est totalement conséquent dans le temps. Oui. Tandis que quand c'est émotif, qu'est-ce qui est inconséquent puis qu'est-ce qui est karmique dans le geste?
Ben, ce qui est karmique, c'est que l'action est basée sur un processus de réflexion égoïque. Donc, l'action est basée sur le tempérament, elle est basée sur le caractère, elle est basée sur la culture. L'action n'est pas basée sur la centricité de l'homme, et donc elle n'est pas basée sur l'intelligence intégrale de l'homme. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est qu'il y a tellement d'argent qui s'en va à gauche, pas à droite, à gauche, pas à droite, pour toutes sortes de raisons qui sont rationnellement parlant bonnes, que les gouvernements, au lieu de prendre la responsabilité, parce que c'est une responsabilité sociale, d'aider les démunis, d'aider les moins bien nantis ou d'aider les peuples, les gouvernements ne le font pas parce que ce sont les gens qui le font. Mm-hmm. C'est la responsabilité des gouvernements. Si les gouvernements prennent des sommes énormes au niveau des armements militaires dans le monde, il y a des parties de ces argents-là qui devraient être dirigés vers les moins nantis. Donc, c'est toute une affaire d'équilibre. Et aujourd'hui, l'équilibre n'existe pas. Puis éventuellement, quand les gouvernements sont en banqueroute, comme les Américains le sont aujourd'hui, là, ça devient beaucoup plus difficile d'aider les pays sous-développés. Puis il y a des raisons politiques là-dedans. On va aider des pays parce que ça va aider. Si on les aide, ça aide notre image. Ou si on les aide, ça aide des relations commerciales. Mais quand ce sont des pays qui sont très, très pauvres, comme on trouve en Afrique souvent, ou des pays qui ne sont pas menacés par le communisme, comme dans le temps, on les aide pas. Donc, la générosité des gouvernements ou la générosité des individus, elle est très, très circonstancielle, puis elle est très évolutive, puis c'est simplement du charme politique. Bon, les personnes qui font du calcul à ce niveau-là, les politiciens qui n'ont pas de générosité directe, là, disons, à exprimer, est-ce qu'on pourrait qualifier ces gens-là d'intelligents dans leurs manœuvres parce qu'ils sont justement fondés sur une économie puis une structure? C'est l'intelligence politique, c'est ce que je vous dise. C'est de l'intelligence politique, puis dans l'intelligence politique, il y a de l'hypocrisie politique. Vous allez voir ce qui va se passer aux États-Unis dans l'élection, la prochaine élection qui s'en vient, là, avec Ross Perot, là. Si ce type-là rentre en politique aux États-Unis, s'il devient président des États-Unis, lui, ça va créer un choc au système politique. Parce que, comme il dit, il veut briser le gridlock, il veut briser l'impuissance, il y a trop d'impuissance créatrice au niveau des gouvernements. C'est pas que ça va si mal. Bon, si on revient à l'aspect individuel, est-ce que l'individu peut se libérer du sentiment dans ses échanges avec les autres et exprimer une générosité intelligente, spontanée, comme vous dites? Est-ce qu'il est possible pour un individu qui a des liens, je dirais, d'âme avec des proches, de se libérer de son caractère affectif ou émotif? Il faut qu'il soit conscient. S'il n'est pas conscient, il ne peut pas. Donc, toute générosité qui est exprimée vers les proches, c'est automatiquement calculateur dans le sens... C'est pas nécessairement calculateur, c'est inconscient, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est inconscient. Vous allez aider quelqu'un par générosité qui est faible, mais à ce moment-là, il va rester dans sa faiblesse. Vous lui donnez un coup de pied à une cul, vous forcez à se développer de la volonté. Qu'est-ce que les gens ne voient pas maintenant dans une générosité vers surtout les proches en particulier, la famille? Les gens ne voient pas leur faiblesse personnelle. La faiblesse de l'autre qui l'aide? Non, la leur. Il y a beaucoup de gens qui sont généreux parce qu'ils sont faibles. Faibles de quoi? Parce que ça leur permet d'être aimés, ça crée un des grands facteurs, un des grands aspects évolutifs de la générosité, c'est qu'on veut être aimé. Soit qu'on veut être aimé de l'extérieur ou des gens qu'on aide ou qu'on veut s'aimer soi-même. On veut être aimé. Il y a besoin d'être aimé. Tandis que dans la générosité consciente, mentale, qui est totalement libre d'émotivité subjective, tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu ne cherches pas à être aimé. Comment l'individu peut traverser... Tu es assez intelligent pour savoir que tu l'es noué. Fait que, tu sais... Mais comment l'individu peut en arriver à traverser cette espèce de besoin d'être aimé? Ça fait partie du développement de la conscience, la centricité. L'ego, c'est totalement insécure. L'ego, tu sais... L'ego, c'est une partie de l'homme qui appartient à la culture. L'ego, c'est une partie de l'homme qui appartient à la race humaine. L'ego, c'est une partie de l'homme qui appartient à la mémoire de la race. L'ego, c'est un hybride. L'ego, c'est pas réel. Fait que tout ce qui tourne autour de l'ego, tout ce qui est égocentrique, même si ce sont des valeurs positives à l'intérieur de notre culture, ce ne sont pas nécessairement des valeurs intelligentes. Quand on parle de positif, le positif n'est pas nécessairement intelligent, pas plus que le négatif est nécessairement intelligent. C'est polarisé de l'intelligence.
L'ego, c'est polarisé. Donc, souvent, l'ego va faire des choses positives, mais c'est parce qu'il est faible. Souvent, l'ego va faire des choses négatives parce qu'il y a une fausse force. C'est toujours polarisé. L'ego, c'est un hybride. Fait que vous prenez toutes les valeurs théologiques de Rome, toutes les valeurs spirituelles des religions, ainsi de suite, puis des philosophies. Une fois que ces valeurs-là passent par la grille de l'ego, sont polarisées. L'intelligence, c'est de la lumière, c'est pas une attitude mentale basée sur la mémoire de la race ou sur la religion ou sur la culture. C'est totalement indépendant de l'homme, l'intelligence. Tandis que pour l'homme évolutif, l'intelligence, elle est totalement dépendante de l'homme. Donc dépendante de sa culture, de sa civilisation, de sa conscience sociale, de la conscience de sa race. C'est pour ça que je dis que l'ego, c'est un hybride. Mm-hmm. Dans l'ego, il n'y a pas de substance. Qu'est-ce que vous entendez par substance? Il n'y a pas de substance, dans le sens qu'il n'y a pas de lumière. Il y en a un petit peu, là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'intelligence dans l'ego. Mais c'est quand même lui qui véhicule tous les actes qu'on pose à tous les jours. C'est à travers lui que se véhiculent les actes qu'on pose à tous les jours. Puis les actes qu'on pose à tous les jours sont véhiculés à travers son opacité, sont véhiculés à travers son inconscience. Son opacité, c'est son inconscience. Oui. OK. Manque de lumière, manque de présence de son esprit. C'est de l'âme, puis de l'âme, puis de l'âme, puis de l'âme, puis de l'âme. Mm-hmm. On est des êtres, on est totalement manipulé par l'âme, on est tout au niveau de l'âme, on n'a aucune identité. Mm-hmm. L'âme, c'est une mémoire. Donc, l'âme, ça devrait, comme je disais quelque part, l'âme doit servir l'homme. Pas simplement le servir. Vous posez un gros dilemme parce que Noël, le jour de l'an, c'est la période des cadeaux. Les gens se retrouvent dans cette phase-là ou dans cette période-là à faire quasiment des règlements de compte de leur année, là, dans leurs relations humaines, du moins. Et puis, là, on se fait dire, la générosité, il y a là-dedans, disons, une atmosphère qui est quand même malsaine en bout de ligne. J'ai pas dit que c'était malsain, c'est vous qui dites ça. La générosité, c'est pas malsain. Je dis, c'est pas nécessairement intelligent. Quand c'est vécu au niveau de l'âme. Même quand c'est vécu au niveau de l'âme, vous pouvez pas aller dire que j'ai dit que c'était malsain. Non. Le monde va me prendre pour un con. J'ai pas dit que c'était malsain. J'ai dit, c'est pas nécessairement intelligent. OK. Mais comment que l'individu peut traiter dans ses relations sur les bases où il essaie d'être... il essaie de se faire aimer. Effectivement. On va prendre le thème tel que vous l'avez dit. Vous avez dit souvent les gens font une générosité pour se faire aimer. Bon. Si on regarde le fait que beaucoup de gens font effectivement des cadeaux pour l'établir comme une sorte de pont pour justement se faire apprécier ou se faire aimer, comment on peut éliminer ça, cet élément-là, et conserver une relation intelligente avec quelqu'un? Conserver une relation. Vous les avertissiez. Il y a des gens qui vous donnent des cadeaux ou qui vous envoient des cartes de Noël, puis faut que vous leur disiez, bon, ben, si tu m'envoies une carte de Noël, ça t'es bien fin, mais attends-toi pas à ce que je te l'envoie parce que j'ai pas de temps à perdre là, tu sais. Ouais. Ça veut pas dire que je t'aime pas pis t'es pas fin. Fait que sans ça, tu t'assujettis à leur vibration. OK, il t'envoie une carte de Noël, puis t'envoies une. Tu m'envoies une carte de Noël, tu n'en recevras pas de carte de Noël, mais si tu m'en envoies une, je vais l'apprécier, moi, être content. Mm-hmm. Ça va rien changer dans ma vie, par exemple. Je ne vais pas t'aimer plus parce que tu m'envoies une carte de Noël. OK. Bon, mais il y a des gens qui s'attendent à ça. Bon, ça, c'est le problème. Bon, c'est là que vous parlez de l'âme puis de la manipulation de l'âme. Bon, mais c'est pas intelligent à ce moment-là de faire ce mouvement-là. Si l'individu vit des attentes face à un mouvement quelconque, c'est là qu'il y a un manque d'intelligence. Il faut que vous l'avertissiez parce que ça fait partie du conditionnement social. Si ta mère s'attend à ce que tu envoies une carte à la fête des mères et tu n'en envoies pas, mais là, tu y fais un petit peu de peine. Fait qu'à ce moment-là, si tu veux pas en envoyer, mais il faut que tu l'avertisses de ta position mentale par rapport à envoyer des cartes à cette période-là. Puis si tu en envoies parce que tu veux en envoyer parce que c'est bon pour son moral à elle, pas parce qu'elle va t'aimer plus comme fils. Ah, OK, là, vous faites ça. Elle n'a pas de choix, anyway, elle va t'aimer plus comme fils, anyway. Parce que le nombre de cartes va faire qu'elle va t'aimer plus comme fils. Ça marche de même dans le monde. Mais moi, j'en ai une mère aussi. Fait que je pense j'ai pas de temps à perdre. Moi, il y a des cartes à la fête de Noël, puis à la fête des mères, puis à la fête des grands-mères, puis à la fête des petites mères, puis ça finit plus. Tu sais, fait que je veux dire, bon, ben, je t'aime bien, on s'entend. Si ça te donne que je te l'envoie, je te l'envoie. Si ça te donne pas, tu sais que je t'aime pareil. Fait que là, elle connaît ma position. Puis lentement, mais je commence à appuyer à l'envoyer. Fait qu'un jour, ça ne dérange plus. Mm-hmm. Puis une fois que j'en envoie, puis là, elle est bien contente. Mm-hmm.
Crée pas de conditionnement ou de méthode. Ah, c'est ça. Sans ça, tu vis sa vibration de tout le monde. T'es toujours... Le problème avec l'être humain moderne, c'est qu'il vit sa vibration de tout le monde. Fait que, il va venir un jour que l'homme conscient soit plus capable de vivre sa vibration de tout le monde. T'es plus capable de vivre sa vibration de l'homme quand t'es conscient. Tu perds d'énergie, puis tu perds d'énergie. Mais c'est parce que tu le vois. Tant que tu le vois, quand tu le vois, tu le vois. Quand tu le vois pas, ben, tu continues à vivre sa vibration de tout le monde. Fait que tu continues. On a envoyé des petits 25 cents en Chine, là, dans le temps, là, dans notre temps, des petits 25 cents, j'ai jamais reçu de reçu. Non, ouais, voyons, c'est de l'inconscient. Ça fait partie de l'évolution, ça, que si tu veux, je te dis. Au fur et à mesure où l'homme va avancer dans sa conscience, il va totalement prendre conscience. Il va regarder tout ce qui se passe dans le monde à tous les niveaux, à toutes les échelles, à tous les azimuts, puis il va s'ajuster par rapport à lui-même. Fait qu'il ne pourra plus vivre par rapport à ça. Sans ça, ça finit plus. C'est comme les cartes de crédit, là. Les cartes de crédit, il s'est rendu là que tu n'as plus besoin de compte, il t'en envoyé, oui. Il t'en envoyé le gars. Tu vas chercher ta malle là, dans le casier postal, là, c'est plein de matériel, de sollicitations. Un jour, puis là, ça commence. American Express aux États-Unis, il y a des gens qui ont commencé à se plaindre, là, puis ils ont dit, bon, ben, American Express, ils vendaient à d'autres compagnies la liste de leurs clients. Fait que toi, tu vas chercher une carte d'American Express, bon, t'es content, ça te rend un service. Puis là, après, chose, tu sais, c'est qu'eux autres vendent ton nom à d'autres compagnies. Donc là, tu payes avec American Express, tu reçois. Là. Tu reçois des annonces pour des laveuses, tu reçois des annonces pour des Cotex, tu reçois des annonces pour tout ça. Là, fait que là, quand t'arrives chez vous, là, tu pars 2 jours en voyage, là, tu reviens avec de mal de même. Un jour, le monde, ils vont s'écœurer, puis ils vont amener ces crises de compagnie-là en cours. Le monde va en avoir plein derrière. Parce qu'oubliez pas ce qui se passe, puis ce qu'on va connaître des années qui s'en viennent, là, c'est que c'est le renversement de la pyramide. Les gouvernements plus de pouvoir, c'est les masses qui vont le prendre de pouvoir. L'homme va s'organiser, puis il va falloir qu'il se passe quelque chose, parce que ça, c'est de la machine, là. C'est prendre avantage. Même si tu es obligé de prendre des lettres, puis au bureau de poste, ils te mettent une poubelle pour les jeter, t'es quand même obligé de prendre des lettres, puis les jeter dans la poubelle. Prendre des lettres le lendemain, puis jeter. Je commence à être dans plein de cul de ça, moi, là, prendre des lettres, puis jeter. Fait qu'un jour, on va me prendre un avocat, puis ces crises de monde-là, je vais les amener en cours. Puis, c'est ça que ça s'en vient, là, parce que les gens sont exacerbés, les gens sont écœurés, parce que le système capitaliste il est plus balancé, il est débalancé. Fait qu'il va falloir qu'il se crée une mutation, éventuellement, dans le temps. Je vais dire comme Perrault, le système de la gauche puis de la droite, les libéraux et les conservateurs, c'est plus assez, parce que vous êtes toujours après vous engueuler. Ça va prendre une coalition, un troisième parti. Fait que s'il y a un parti qui a des bonnes idées, le parti en coalition ou le troisième parti, les indépendants, ils vont se coller avec le parti qui a des bonnes idées. Fait que nous autres, la population, on va en bénéficier. Dans ce cas-là, c'est la recherche du pouvoir. Là. Le libéral, il ne peut pas donner le pouvoir au conservateur. Fait que si le conservateur a des bonnes idées, le libéral va le knocker, puis vice-versa. Ça va changer, ça. Regarde bien ce qui va se passer. Suivez ça, la politique américaine. Je te jure que les libéraux et les conservateurs américains, ils ont peur, là. Bon, dans ce cas, l'individu... Je vous dis pas là, qu'il va être élu, là. Mais checkez ça. Est-ce que l'individu s'en va vers un mieux-être dans les temps à venir? L'individu s'en va pas vers un mieux-être dans les temps à venir parce que les temps à venir font partie de la fin d'une civilisation telle qu'on la connaît. Ça fait partie d'un changement de conscience de l'humanité à un très très bas niveau au niveau des masses, puis ça se raffine au niveau de l'individu. Fait qu'au niveau des masses, c'est déjà commencé, puis au niveau des individus, c'est déjà commencé, puis il va venir un point où l'individu, l'homme, va vivre totalement par rapport à sa conscience individualisée. Il ne vivra plus par rapport à une conscience conditionnée par les masses. Il ne peut pas. Bon, une personne qui a une conscience individualisée, la conséquence la plus immédiate dans la forme, dans le concret, là. La conséquence la plus immédiate? Ouais, dans le sens de sa gestion, de son quotidien, de sa vie. Whatever, là, c'est la crise de paix. Pas la paix du Christ, la crise de paix. Puis quand tu as la crise de paix, là, tu as la paix du Christ. Ça reviendra à quoi, ça? Une meilleure gestion de son temps? Ça veut dire une meilleure gestion de son temps, meilleure gestion de son intelligence, meilleure gestion de ton énergie, meilleure gestion de tes relations humaines, meilleure gestion de tes avoirs matériaux, meilleure gestion de ta santé, meilleure gestion de tout. Voilà. Une plus grande liberté de manœuvre. C'est la liberté de manœuvre. C'est difficile à imaginer dans un contexte social comme celui-là.
C'est difficile à imaginer dans un contexte social tel que celui-ci, parce que le contexte social dans lequel on vit est tellement perturbé. Par contre, c'est dans une situation de crise que l'homme change, qui se crée une mutation au niveau du mental, puis on est dedans là. Fait que l'évolution au niveau de la conscience mentale, elle se situe dans ce temps-là. C'est le meilleur temps. Ça prend une grande opposition. Donc, dans la société aujourd'hui, il y a énormément de force en opposition à tous les niveaux. L'être humain, l'individu inconscient aujourd'hui dans le monde est très insécurisé. Il est insécurisé par la politique, il est insécurisé par l'économie, il est insécurisé par ses relations humaines, il est moins insécurisé par sa morale, parce qu'il est moins pogné qu'avant. D'un autre côté, ça crée une autre sorte d'immoralité, ainsi de suite. Donc, il est insécurisé. La vie moderne n'est plus aujourd'hui suffisamment balancée pour que l'individu se sente bien dedans. Puis ça va se rempirer parce que ça fait partie des lois astrales. Regardez simplement le problème de la pollution. Tu sais, fait que si l'homme n'en arrive pas, si l'homme revient pas à lui-même, complètement à lui-même, si l'homme refait pas la connexion avec son être-té, bon ben, il va vivre totalement balancé par les flots de l'évolution. C'est ce qui se passe. La drogue, la dépression, le suicide, la déprime, l'écœurement, tout. Dans l'étape actuelle, un individu qui s'en va dans un processus d'individualisation, disons, je n'irai pas jusqu'à dire vous recommandiez, là, mais est-ce que vous verriez que l'homme qui se conscientise se coupe d'un environnement ou de l'environnement? C'est une très grave erreur, ça. C'est une très grave erreur de se couper de l'environnement et de devenir marginal. Vous devriez faire une conférence à marginalité un jour. C'est très grave d'être marginal, surtout quand tu te conscientises, parce que quand tu te conscientises, ton système psychique devient très, très sensible. Tes corps subtils, mental, émotionnel, ton corps vital devient très, très sensible. Vous pouvez pas vous permettre d'être coupé de la société. C'est bon pour les épées, ça a été les illusions, puis c'est bon pour les mystiques aux Indes, puis c'est bon pour les mystiques dans le monde. C'est une illusion, ça. Tu peux pas te couper de la société. Faut que tu vives dans la société. Par contre, il y a des choses dans la société qui sont valables, qui sont utiles, tu travailles avec ça. Puis des choses qui ne sont pas valables, qui ne sont pas utiles, il faut que tu sois suffisamment intelligent pour t'en désengager. C'est ça, être conscient. Parce qu'un homme qui se coupe de la société aujourd'hui, puis qui devient marginal, il est dans une illusion astrale. Puis le pire, c'est que les forces astrales puis les forces spirituelles chez l'homme vont l'inciter à se marginaliser parce qu'ils vont avoir plus de pouvoir sur lui. Un homme qui se marginalise, qui se mystifie, qui se spiritualise à outrance, automatiquement, il devient plus facilement victime des forces occultes astrales de sa conscience, qui sont incomprises. Fait que l'homme a besoin de travailler, il a besoin de s'occuper de sa femme, ses enfants, il a besoin de se greffer au système. Se greffer au système, mais dans un sens intelligent. Puis quand le système ne fonctionne plus, mais de prendre des alternatives, parce qu'il y a toujours des alternatives dans le système. Ça fait que, mais de se marginaliser, puis de se sortir du système, c'est très, très dangereux. Puis vous regardez les gens qui sont malades, là, qui vivent des dépressions, puis qui sont psychiquement débalancés, ainsi de suite, c'est des gens qui sont amenés petit à petit à se sortir du système. C'est la pire chose qu'un être humain peut faire, se sortir du système. Vous prenez le système comme il est, puis vous travaillez avec ce qui est bon dedans, puis il y a beaucoup de choses dans le système qui sont bonnes. Mais ça demande d'être intelligent. Puis ça demande d'être très, très, très à l'écoute de soi. Bien, vous parlez d'utiliser le système, puis en même temps, vous dites que l'individu qui se conscientise a un système nerveux plus sensible. Les gens, aujourd'hui, se rendent compte qu'ils ont moins de tolérance aux abus du système qu'avant, pour ceux, en tout cas, du moins, qui font une démarche vers l'individualisation. Et puis, je dirais, accompagner le système dans ce qu'il y a d'intelligent, ça oblige aussi de supporter ses malaises et puis ses tensions. Tu supportes ses malaises, ses tensions en fonction de ta créativité. Plus l'homme va devenir créatif, moins il va être obligé de supporter le système dans ses malaises et dans ses tensions. C'est pour ça que l'évolution de l'homme, l'évolution de l'individu, l'individualisation de l'être va amener automatiquement l'homme à une plus grande conscience, donc à une plus grande créativité. Puis c'est là que l'homme va pouvoir travailler, toujours par rapport au système, mais dans des conditions qui vont lui être totalement favorables. Là. Ces conditions-là, c'est ça fait partie de sa conscience créatrice. Ça. Il va découvrir au fur et à mesure que ses corps subtils vont être plus vibrants à son énergie créatrice. Tu peux pas demander à un être inconscient de fonctionner sur une planète expérimentale aujourd'hui comme il pourra fonctionner dans 10 ans quand il aura un certain niveau de conscience, ou dans 5 ans, ou dans 20 ans.
Ça, faut que tu sois sensible à cette vibration-là. Une fois que tu es sensible à cette vibration-là, puis que tous les déchets de ton inconscience ont été un petit peu éliminés, transmutés, mais à ce moment-là, tu es capable de fonctionner dans le système. C'est pas le système qui est le problème, c'est l'homme, c'est la façon avec laquelle l'homme le traite. L'homme, c'est pas dealer avec le système. Si l'homme savait dealer avec le système, c'est pas un problème. Le système, c'est simplement... Le système est déjà composé. Le système fait déjà partie du passé. Le système fait déjà partie des forces qui existent. L'homme, lui, il doit découvrir ses propres forces pour coexister créativement, mais en ascendance par rapport au système. C'est pas le système que je blâme, c'est l'homme qui ne sait pas traiter avec. Vous dites que vous revenez à la générosité de tout à l'heure, si le système te suce à gauche puis à droite, puis t'es pas assez intelligent, t'es pas assez centrique parce que t'as des émotions de toutes les sortes, puis que tu t'occupes du petit noir en Afrique, personnellement, à ce moment-là, ben paye-les ton 30 sous puis attends le reçu. Vous voulez dire que l'individu comme tel qui se fait astraliser par rapport au système, c'est toujours à cause de lui? C'est toujours à cause de lui. Tout le temps. Bah ouais. Je suis totalement anti-marginal, moi. Totalement anti-marginalité. Mais il faut pas... Si j'avais été marginal, je serais venu ici avec un drap et des petites fleurs. Même tout ce que j'aurais ramassé. Ah. On aurait pu passer le chapeau. Bernard de Montblanc. C'est une bonne marque de stylo, pareil. Mais le fait de la générosité, Bernard, il y a une raison pourquoi ça existe. Les gens qui se font des échanges avec... J'ai rien contre la générosité, je dis pour qu'elle soit intelligente. Oui, mais c'est ça, j'essaie de voir la démarcation. La fille, là, le gars, là, sa mère qui est malade à l'hôpital, elle dit, bon, ben, viens me rencontrer à tous les vendredis, là, parce que si tu viens pas à l'hôpital me rencontrer, me voir à tous les vendredis, je vais mourir, là. Puis un soir, là, le gars, il y a quelqu'un qui demande de sortir, une petite fille, une petite blonde, là, qui demande de sortir, puis il dit, bon, ben, il faut que j'aille voir ma mère vendredi à l'hôpital. Il m'a dit, si elle meurt au bout de 20 ans, la bonne femme, comprends-tu, là? Puis ils sont capables de la tenir en vie pendant 20 ans de l'autre bord, rien pour qu'il apprenne quelque chose, lui. Comprends-tu, dire? C'est ça. Le gars, il va finir célibataire. Ouais, là, vous parlez Il y a du monde de même, sur la planète. Ouais. Ils sont sans dessin à ce point-là. Fait que quand tu as du monde sans dessin à ce point-là, il n'y a rien à faire. Parle pas de conscience à ça, tu sais. Ouais. Non, mais là, il y a peu de la même heure. Puis le pire, c'est qu'un soir, au bout de 2-3 ans, là, il va sortir avec sa petite blonde, ils vont faire mourir la bonne femme juste ce vendredi. Là, il va être avec un complexe de culpabilité pour le restant de ses jours. T'occultes, la vie, tu sais. La culpabilité, Bernard, puis la générosité, c'est un mariage d'amour, ces deux éléments-là. Les gens inconscients, là, les gens qui vivent, qui sont manipulés astralement, là. Est-ce qu'on peut dire que tout... Quand tu es inconscient, la culpabilité et la générosité, ça va ensemble. C'est un mariage. Ouais. C'est vraiment lié un dans l'autre. Ouais. Tout mouvement de générosité est vraiment raccordé à ça. Ouais, ça vise pas à bout. Ouais. La mémoire, c'est le filage. La mémoire, c'est le filage. Mais la mémoire, c'est vous allez jusqu'au karma, là. Bon. Quand l'individu est intelligent puis qu'il est généreux, dans le sens qu'on l'entend, là, il n'a pas de culpabilité. Ça. Non. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à la place? C'est remplacé par quoi? Là? Les consciences. Ouais. La conscience, c'est de l'intelligence en action. C'est ça le mot conscience. C'est de l'intelligence en action. Si tu me demandes 10 piastres, tu vas te regarder. Fait que tu risques de l'avoir et tu risques de pas en avoir. Ouais. Si t'es paresseux, moi, dis non, on va travailler. Mais le mouvement de l'individu qui est généreux... Si tu dis, moi, te le redonner la semaine prochaine, moi, dis mon sacrement, t'es mieux de me le donner la semaine prochaine, parce que si tu me le donnes pas la semaine prochaine, toi et puis moi, c'est fini. Mm-hmm. Fait que, t'es mieux de me le redonner la semaine prochaine. Là, ça me dérange pas, là, de le prêter 10 piastres. Ça, c'est un prêt. Ouais. Ça devient un prêt. Ouais. Je vous le donne. Si réellement, t'es un étranger, là, puis tu me demandes 10 piastres, je vais te regarder encore. On va savoir si tu en as réellement besoin ou non. Rien que par ton karma, je vais le savoir. Bon, ça, Si je t'en donne, mais c'est parce qu'il faut que tu n'ailles. OK, bon. Le point, vous êtes en train de le soulever, là. Ça veut-tu dire qu'un individu qui est généreux dans le phénomène de l'intelligence, c'est un individu qui est conscient de la dynamique karmique de l'autre? Moi. Ça implique ça. Moi. Puis tout autre mouvement où on n'est pas conscient de la dynamique karmique de l'autre, c'est lié au sentiment. Moi. On pourrait trancher ça comme ça? Moi. Ouais. Si tu me demandes 10 piastres à la rue, puis je te connais pas, je vais aller par en dedans, moi, je donne-tu, ils vont dire, ou je donne pas, puis ils vont me dire, donne-y ou donne-y pas. Fait que s'ils me disent, donne-y pas, t'es fait à l'os. Tu n'auras pas.
OK. Bon, quand vous dites que vous allez par en dedans, Ouais. c'est à quelle centrale que vous Au allez? niveau mental. Ouais. Ouais, pas le monde des âmes, là. Le monde des âmes, on dit donne-y. Ouais. Des cons, ça. C'est pas sur le plan mental. Le plan mental, ils vont te le dire si tu donnes, si tu donnes pas. Bon. Intérieurement, eux autres évaluent ça comment? Eux autres, ils l'évaluent en fonction de ce qu'ils connaissent du bonhomme. Fait que toi, tu t'occupes rien de ça, fait que t'es pas impliqué. Fait que si tu donnes, tu donnes. Si tu donnes pas, tu donnes pas. T'attends de voir ce qu'ils vont te dire. Fait que quand ils disent, tiens, donne pas, tiens, donne pas. Puis ça, vous vivez ça en permanence. Oh ben oui, c'est évident. Mande-moi 10 piastres, tu vas voir. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens dans la salle qui seraient intéressés à savoir, dans leur relation humaine, familiale, amicale, comment aller en dedans pour pouvoir être capable de situer leur mouvement, leur spontanéité vers les autres. Ça fait partie de l'évolution de la conscience. Que l'homme apprenne à se parler lentement, puis pas se croire. Faut pas que tu croies en dedans. Si tu commences à croire en dedans, tu vas être manipulé par le monde astral. Faut que tu croies. Faut que tu t'habitues. C'est un système de communication. Il faut que l'homme retourne au circuit universel, anyway. Mais avant de retourner au circuit universel, il faut qu'il passe par l'astral. Avec le clean-up, il se fait. Il se fait à travers quoi? La déception? Il se fait à travers la déception, ouais. Ouais, parce que dans l'évolution vers le circuit universel, l'homme va être amené à pas croire. Tu peux pas être conscient et croire, ça, je l'ai dit des milliers de fois. Ça fait que l'homme va être réellement amené à pas croire. Puis une fois que l'homme, ça va être. Une fois que l'homme peut plus croire, là, qu'il croit plus, là à ce moment-là, il est pas mal déastralisé. Fait qu'à ce moment-là, il est en contact avec les circuits universels. À ce moment-là, quand tu traites au niveau de la générosité ou n'importe quoi, ça devient très, très facile. Faut que l'émotion subjective de l'ego involutif soit brûlée chez l'homme. Mm-hmm. Puis ça, il n'y a qu'une force qui peut faire ça, puis c'est ton propre moi universel. Puis c'est le fait de la déception, ça qui. Il utilise la déception parce que c'est dans la déception qui te cause. Les forces astrales n'utilisent pas la déception, eux autres, ils utilisent la manipulation. C'est des vampires. Les morts, ils vont toujours aller dans la direction de l'ego. Tandis que le double ou la source, ou la partie cosmique de l'homme, tu t'apponnes pas avec ça. Ils ont toujours raison. Ça a toujours raison, ça. Puis ça ne cherche pas à beurrer l'ego. Tandis que les forces astrales cherchent à beurrer l'ego. Beurrer l'ego. Le monde des morts, c'est totalement des vampires. Les morts, c'est des vampires. Des plans les plus bas ou plans les plus hauts, c'est des vampires. Puis c'est rendu des plans en haut, là, c'est tellement vampirique que l'homme est même pas capable de voir ça. C'est vampirique, le monde astral. Il va falloir un jour que l'homme étudie ça bien proche. Bon, le haut astral, j'imagine, c'est celui qui nous pousse le plus à être généreux. Là, le haut astral, c'est celui qui vous enlève le plus votre capacité de vivre mentalement votre énergie. Qui vous donne le plus la capacité de vivre spirituellement votre énergie. Le haut astral, c'est la gestion de l'impuissance. Comment qu'il en arrive à le faire, ça? À travers les émotions très, très subtiles, très spiritualisées, très positives d'une humanité totalement inconsciente. Les religions. Vous pensez sur la Terre qu'on a des idées de la psychologie de l'homme, on n'a pas d'idée de ce que c'est la psychologie de l'homme. Mais on va l'avoir, l'idée, parce que c'est commencé. L'homme va savoir exactement comment ça marche, l'homme. C'est quoi l'homme? Pas une paire de fesses, l'homme. Quoi l'homme? C'est la paire de fesses. Plus le corps éthérique, plus le corps astral, plus le corps mental. Puis c'est connecté à quoi, ça? C'est connecté à d'autres plans. L'homme, c'est multiple, c'est multidimensionnel, l'homme. C'est comme les petites babouchkas russes, là. T'as une petite catin, d'une petite catin, d'une petite catin, d'une petite catin. L'homme, c'est le même. C'est toute une source de catin, une dans l'autre. Puis nous autres, on pense que la catin la plus évidente, c'est la grosse. C'est pas la grosse, c'est la petite en dedans. Puis c'est elle qui run le show. Puis entre ça, t'as d'autres catins qui run le show quand t'es inconscient. C'est pour ça que l'homme est inconscient. C'est pour ça que ça va si mal dans le monde. C'est pour ça que l'homme n'a pas d'identité. C'est pour ça que les existentialistes ont été obligés de penser que la réponse au problème psychologique de l'individu et de son être-té, on pouvait la trouver dans l'absurdité. Ce qui est totalement absurde. Quand vous parlez du haut astral, ce qu'ils font, c'est la gestion de l'impuissance. La dynamique la plus évidente de ces forces-là sur l'homme, c'est quoi? Est-ce que c'est la croyance, Andrew? Ah, la croyance. Ouais. La croyance par culpabilité.
C'est les deux éléments. Ouais. La croyance, ça leur sert à perpétuer le mythe de l'indoctrination, puis la culpabilité, ça leur permet de perpétuer le mythe de son impuissance émotive. Puis à travers la culpabilité, est-ce que c'est là qu'il associe les gens? Puis sur la Terre, dans les conventions humaines sur la Terre, dans nos systèmes de philosophie, dans nos religions, dans nos systèmes humains, la culpabilité est constamment maintenue en éveil par l'astral des individus inconsciemment. La culpabilité, c'est du poison à rat. C'est dur pour l'être humain de neutraliser sa culpabilité parce que ça implique neutraliser ses émotions par rapport à des idées qui sont préconçues, autrement dit, qui font partie de la conscience collective. L'homme n'est pas prêt à vivre seul sur une planète où il y a 4, 5, 6 milliards d'habitants qui ont des idées et des opinions. L'homme n'est pas capable. Il n'y a pas les reins. Il n'y a pas des couilles de bronze. Ça prend des couilles de bronze pour vivre seul ta conscience. Parfaitement harmonisé avec l'extérieur. Respectueux de ceux qui n'ont pas. Ça prend des couilles de bronze. Ça faut être très fort mentalement pour avoir une conscience. C'est pour ça que c'est long. Ça fait partie du processus d'évolution. Pour jamais retomber sur des pattes involutives. Faut le faire. Donc, il faut que l'homme soit aidé. Puis comment est-ce qu'il peut être aidé? Il peut être aidé simplement par sa source. Puis c'est à travers sa solitude qu'il va connecter. C'est à travers sa solitude. C'est ça. Mais est-ce qu'il faut passer par une grande solitude? C'est une solitude psychologique, c'est pas nécessairement une solitude sociale, physique, c'est une solitude psychologique. C'est toi puis lui. Toi puis toi. Whatever. OK. Quand cette connexion est faite, est-ce qu'elle est faite forever? Est-ce que c'est Elle est faite forever. Tu peux pas ne plus savoir ce que tu as su. Une fois que tu parles avec Belle Téléphone, il est toujours là. Ça peut pas s'astraliser, ça peut pas se... Pas une fois que c'est établi, non. À ce moment-là, les gens qui ont l'impression d'avoir une connexion... Faut qu'ils checkent. Faut qu'ils fassent attention. Parce que là, ils peuvent être astralisés. C'est comme les gens qui me disent « Ah, mais moi, je suis conscient. » Attention, dans la rue, ils disent ça. Conscient. Je suis conscient. Je suis dans mon intelligence. Pourtant, il y a des gens qui sont capables de l'affirmer. Puis... Ah, si tu regardes l'affirmer, il faut que tu supportes. Alors, tu regardes la vie de gars, puis tu le vois, c'est intelligent. Ah ouais. Qu'est-ce que l'individu supporte quand il y a une communication? Ils supportent leur chiennerie. C'est des chiens, c'est des malades. C'est une façon de parler. C'est pas un cadeau aux autres en haut, le plan mental. Les autres veulent une chose sur la planète Terre, sa fusion avec l'homme. Ça va prendre 2500 ans, mais ils vont fusionner avec l'être humain. Parce que l'homme, il faut qu'il revienne à sa source. L'homme, faut qu'il revienne au niveau de sa conscience éthérique, au même niveau qu'il était avant l'incarnation sur la Terre. Seulement là, il a pris beaucoup d'expérience. Il faut que l'homme revienne quelque part en contact avec sa source pour passer à l'immortalité de la conscience éthérique. Ça fait partie de l'évolution. Il n'y a pas une planète, il n'y a pas un monde, il n'y a pas un système qui peut passer à cause de ça. That's it and that's it. Fait qu'ils ne sont pas pressés. 2500 ans, c'est un timetable qui est assez raisonnable. On va prendre 2500 ans pour créer une race racine qui va s'emmener vers ça. Puis, ça se fait d'en haut, ça se fait pas d'en bas. C'est d'en haut. La connexion avec le plan mental, elle se fait d'en haut, elle se fait pas d'en bas. C'est pas parce que l'ego va être en connexion avec le plan mental que ça va se faire. Ça part d'en haut, ça. Fait qu'à ce moment-là, l'ego risque pas de spiritualiser l'affaire. Puis s'il risque de spiritualiser l'affaire, automatiquement, ils vont émettre des embûches pour l'amener à voir être l'air, puis voir être l'air, puis voir être l'air, puis voir être l'air, puis voir être l'air. Puis la base, c'est pas croire. Jusqu'où ils peuvent aller pour les embûches? Ça dépend de l'individu, ça dépend de son statut universel. Des gars comme moi, il n'y a pas de limite. Ils t'amènent jusqu'à la mort. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Non, parce que les hommes n'ont pas tous la même capacité de souffrir ces souffrances initiatiques-là. C'est normal. Mais le processus est le même. C'est quand je dis, quand un petit verre plein, c'est aussi plein qu'un grand verre plein. Quand tu souffres dans ton petit verre plein, mais ta souffrance est aussi grande que pour un autre qu'un verre plein. Mais le petit verre plein, est aussi lucide que le grand verre plein? Il n'est pas nécessairement aussi lucide, mais il peut avoir une conscience équivalente. C'est quoi l'équivalence d'une conscience? L'équivalence d'une conscience, c'est d'être capable de comprendre parfaitement la tienne. Quand tu es capable de comprendre parfaitement ta conscience, tu es capable de comprendre parfaitement la conscience de n'importe qui, même si elle est plus lucide que la tienne.
La différence, c'est que tu ne peux pas l'exprimer. La différence est que tu n'as pas le même pouvoir créatif d'expression. C'est ça. OK. Donc, ça veut dire que l'individu, C'est comme si on disait, un être qui est très, très lucide, il est dans le mystère de sa conscience ou il est dans le mystère des consciences. Un être qui serait moins lucide, mais il n'est pas dans le mystère de la conscience, mais il est dans sa conscience. Donc, il est capable de comprendre les mystères d'une conscience ou des consciences. Il la reconnaît. Il est capable de la voir, de la reconnaître. Ouais. Une personne qui est capable de reconnaître sa conscience, est-ce qu'il est capable de créer sa gestion qu'on parlait de la paix qu'il avait besoin? Il est capable de convenir avec n'importe quel environnement, même s'il n'y a pas la même puissance d'expression socialement. Oui. Donc, il faut avoir des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de facultés de communication, de parole ou quoi que ce soit, qui peuvent être extrêmement lucides. Oui. Donc, mais quand tu deviens conscient, ton énergie, elle devient très vibrante. Donc, tu ne peux pas demeurer indéfiniment introverti. Fait qu'une personne qui n'est pas capable de parler, il y a déjà des blocages. Quand tu es conscient, tu parles, ça sort. Ce que tu as à dire, ça sort. Fait que, dépendant du niveau de conscience de l'individu, dépendant des blocages, mais cette énergie-là passe pas parce que ça fait partie de la créativité, ça. La créativité, il faut que ça soit exprimé, mis dans une forme, rendu dans le monde, à un niveau ou à un autre, pour toi-même ou pour les autres. Fait que, ça fait partie du déblocage de l'homme, à cause de ses émotions, puis son passé, puis sa mémoire, puis son insécurité, patati, patata. Qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de créatif? Quand un individu devient conscient, on parle souvent de créativité. Qu'est-ce que vous qualifieriez de... Créatif, ça veut dire, quand tu es conscient, être indépendant psychiquement dans ton esprit de tout ce que les hommes pensent. Dans les actions que tu poses? Hein? J'ai dit, ça veut dire que tu es indépendant dans ton esprit de tout ce que les hommes pensent. Ce que le monde pense, que la société pense, que la masse pense, que la mémoire de la race pense. Tu es indépendant de ça. Tu es tout ça, puis tu le regardes. Tu veux dire, bon, ben ça, c'est bon pour eux autres, c'est bon pour eux autres, c'est bon pour eux autres. C'est bon que ça dure comme ça, parce que pour eux autres, c'est bon. Mais toi, individuellement, tu es indépendant de ce que l'homme, à conscience, évolutive, expérimentale, pense. Tu es indépendant. Donc, la créativité, c'est pas nécessairement un travail particulier ou la création de... je sais pas moi, d'une entreprise ou d'une forme. Ça dépend à quel niveau tu parles de créativité. Ça peut être ça, ça peut être d'autres choses. Ça peut aller très loin, la créativité. La créativité, c'est l'expression dans le matériel ou sur le plan éthérique d'une énergie cosmique. Donc, quand on parle de créativité consciente, mais ça a des grandes conséquences, cette créativité-là. Tu peux pas être créatif pendant 2 semaines, ça arrête. Et quand tu commences à être créatif à ce niveau-là, c'est forever. Tu changes de place forever. Ça fait partie de la fusion de la conscience humaine, ça, créativité-là. En deçà de cette créativité-là, ben, c'est un talent. On dit, bon, mais lui, il a des créatifs, mais c'est un talent. Ça, c'est de l'âme, ça. C'est là qu'on voit la différence. C'est là qu'on voit la différence. Bon, toute personne qui exprime un talent a nécessairement l'impression d'être utile dans son environnement. Une personne qui a un talent a l'impression d'être utile dans son environnement. Puis une personne qui fonctionne au niveau de la créativité, dans le sens que je le parle, n'a pas de choix que d'être créative dans son environnement. Mais l'aspect d'utilité ne vient pas à sa tête. C'est pas un objectif en soi. Non. Est-ce qu'on pourrait qualifier... Tu ne demandes pas à un arbre de compter le nombre de branches qu'il y a. Il pousse des branches. C'est une bonne relation. Il pousse point. Il pousse. Ouais. Tandis que l'autre, qui est inconscient... Il veut compter. Il veut compter, puis il se compare à l'autre arbre à côté. OK. C'est très simple, le fait d'être conscient. Mais Bernard, cette simplicité-là, les gens ne l'ont pas à cause de quoi? Parce que l'ego est complexe, puis l'ego est complexe parce qu'il pense, puis il pense parce qu'il est insécure, puis il est insécure, donc ça crée un cercle vicieux. Tu penses à ce que les autres pensent, puis en pensant à ce que les autres pensent, tu évalues ce qu'ils pensent, puis tu checkes ça avec toi, ce que tu penses, puis si ça colle pas, là, t'es mal à l'aise. OK. La part de pensée qui vient... Fait que les autres te disent, bon, mais il y a des petits nègres en Afrique, il faudrait que t'es aides, mais là, tu penses à ça, puis t'as pas de centre de gravité, mais t'es aides. Puis la proportion de pensée qu'on pense des autres, est-ce que la proportion de pensée qu'on pense avec les pensées des autres est équivalente à la proportion de pensée qu'on n'a pas, nous autres, au niveau créatif. Ça veut dire que tout ce qu'on pense, ça n'a pas de valeur. Puis toutes les pensées auxquelles on donne une valeur sont inévitablement... Elles sont totalement subjectives. Ouais. Subjectives. Ouais. À ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'un individu qui est conscient, c'est un individu totalement égocentrique? Un individu conscient est totalement centré.
Un individu inconscient totalement égocentrique. Quand tu penses, c'est de l'égocentricité en action. Penser, c'est être égocentrique. Puis quand tu penses pas, c'est centrique. Quand tu penses pas ou tu es en communication avec les plans mentaux, tu es centrique automatiquement. Ouais. C'est 24 heures sur 24, ça, c'est tout le temps. Quand tu dors, quand tu es réveillé, c'est tout le temps là. Une fois qu'ils sont plugués, eux autres, ils ne dépluguent plus. Mais c'est que la relation avec l'environnement ne peut pas être la même à ce moment-là. Non, elle change. C'est pour ça que c'est long à t'ajuster avec l'environnement. Mais avec le temps, tu t'ajustes à l'environnement. Seulement, c'est toi qui run le show. Tu crées tes propres alternatives. Fait que si tu vis à côté d'une dôme de pollution, mais tu vas être assez intelligent pour vendre ta maison par ailleurs. Tandis que si tu es inconscient, mais tu veux pas changer de place parce que tu es habitué. Ton beau-père, il vit à l'autre bord de la rue. Ça fait 25 ans, tu restes là. Mm-hmm. Puis ta cousine, elle vit l'autre coin plus loin. Mm-hmm. Sais-tu qu'est-ce que c'est être inconscient? C'est toujours avoir des liens invisibles qui te lient à une condition ou à un statu quo. Être conscient, c'est les briser, couper ces liens-là au fur et à mesure où tu avances. Ou tu as la force de les couper. C'est quoi avoir la force de couper des liens? Avoir l'intelligence de pas souffrir de rien. Être conscient, la meilleure définition de la conscience, c'est avoir l'intelligence de savoir comment ne pas souffrir. Un homme là, qui dédiera toute sa vie à ne pas souffrir, là, il aurait un travail là, 24 heures par jour, forever. Ça veut dire, ça veut dire pas se faire chier à aucun niveau. Un homme conscient, d'ailleurs, moi, ce que je fais, je passe ma vie à m'arranger à pas souffrir. C'est ça que je fais dans la vie. Seulement, c'est tellement intense ça, que ça devient une forme de créativité. Moi, je cherche à pas souffrir. Fait que je m'organise un environnement, un mode de vie pour pas souffrir. Mais il faut connaître les lois occultes de la vie pour ça. Si tu ne connais pas, tu souffres. Qu'est-ce qu'il faut connaître en particulier? Il faut savoir que la vie, c'est tout programmé. C'est programmé, c'est une programmation. Il faut que l'homme sorte de cette programmation astrale pour entrer dans une conscience mentale. Ce que vous voulez dire, en d'autres termes, c'est que si un individu coupe, il y a toujours quelque chose qui va revenir. Tout le temps. Il n'y a pas besoin d'avoir aucune forme de crainte dans ce qu'il fait comme coupe. C'est de l'astral, ça. L'être humain, c'est un être de lumière. C'est pas un bouche-trou. Ouais. On a passé notre temps à boucher des trous. Est-ce que les gens qui nous font le plus souffrir, c'est les gens qui nous font le plus penser? Quand tu es conscient? Oui. Quand on s'en va dans ce processus. Quand tu es conscient, tu peux souffrir à bien des niveaux. Tu peux souffrir à bien des niveaux. Il se passe quelque chose dans le monde, tu peux souffrir. Tu regardes la pollution dans le monde, tu peux souffrir parce que tu sais si l'homme va s'en sortir ou non. Tu regardes les guerres. Tu regardes... fait qu'à ce moment-là, ben, tu restreins ta vision. Un homme conscient a tendance à restreindre sa vision puis regarder proche, là. Moi, je suis pas intéressé à regarder dans 10 ans, 15 ans, puis 20 ans, qu'est-ce qui se passe. Parce que là, tu souffres trop. Fait que je suis pas intéressé à avoir de l'information. Fait que je regarde dans le bout, là, proche de moi, dans le coin. Mm-hmm. Plus tu deviens conscient, moins tu es intéressé à regarder, à regarder dans l'avenir. Tu peux le savoir, mais tu n'es pas intéressé. Parce qu'il faut que ça se vive, ça. Mm-hmm. L'inconscience, la drogue, l'impuissance des nations, le machiavélisme, il faut que ça se vive. L'impuissance de l'individu, il faut que ça se vive. La maladie, le AIDS, le sida, pas le sida, mais le cancer, ça fait partie du karma des nations. Mais quand vous dites qu'il faut limiter sa vision, c'est parce que tout à l'heure, vous parliez d'être capable de convenir avec le système. Convenir avec le système, c'est ton système par rapport au système. Si tu regardes trop le système quand tu es conscient, c'est trop dur parce que tu as une communication avec les plans. Fait que, s'il y a coupure à ce moment-là, comment vous pouvez fonctionner dans le système? Je comprends pas. Ben, vous, du jour au lendemain, ingénieur, ça serait difficile de convenir avec toutes les magouilles qu'ils peuvent avoir dans... C'est pas que tu ne regardes pas les magouilles. Tu vas regarder si tu es impliqué dans une situation où il y a quelqu'un qui veut te magouiller. Si tu rencontres un homme du gouvernement où tu es en enfer, puis tu es conscient, puis il y a quelqu'un qui veut te jouer une magouille, là, tu vas à travers, puis tu es capable de mettre de l'ordre là-dedans tout de suite. Par contre, quand tu lis ça dans les journaux, tout ce qui se passe, tu peux pas être conscient. Tu peux pas regarder tout ce qui se passe dans le monde puis l'évaluer en termes d'une progression d'événements 10, 15, 20 ans quand tu es conscient, quand tu as un contact. Mm-hmm. Parce que la vie, pour toi, est plus intéressante. C'est plus intéressant pour toi. Moi, si je regarde trop ce qui se passe, je voudrais pas vivre. Mm-hmm.
Fait que je suis sur le borderline, là. Fait que pour vivre, là, ben, je m'occupe d'un certain... C'est comme, c'est un cercle, là, puis tu lui donnes une certaine dimension à ton cercle, puis tu vis à l'intérieur de ça. Avant, mon cercle était plus grand, là, je regardais un petit peu plus. Moi, aujourd'hui, je regarde quasiment plus. Je regarde quasiment plus. Donc, plus on est conscient, plus on veut vivre une vie personnelle puis actuelle. Parce que tu passes à un autre plan de conscience, tu passes à une autre étape. Fait qu'éventuellement, le fait de regarder très loin, ça t'aide au niveau de la transmutation de tes corps. Mais quand tes corps sont très, très transmutés, éventuellement, tu ne veux pas regarder trop loin. Tu regardes dans le bout de ton jardin, là, puis tu travailles avec ça, puis là-dedans, il y a beaucoup à faire. Parce qu'il n'y a plus de travail sur tes corps qui se font. Mm-hmm. Mais pour la personne, disons, qui est dans un processus de développement, qui a beaucoup de travail à faire, à ce moment-là, le système, c'est la place pour la transmutation. C'est son laboratoire. Ouais. Okay. Autrement dit, si une personne restreignait son contact avec le monde, comme moi je restreins le mien, ça ne sera pas bon. Okay. Parce que c'est son contact avec le monde qui va lui faire voir des choses. Okay. Rendu à un certain niveau d'évolution, tu n'as plus besoin de ça. Fait que là, tu te retires. Okay. Puis éventuellement, tu te retires plus. Puis dans les années à venir, je vais me retirer encore plus. Puis tu te retires. Dépendant des conditions. Mais pour un être qui est en évolution, il a besoin du monde. Tu es professeur à l'école, tu es un professeur, tu enseignes dans une école, tu sais ce qui se passe dans les écoles, mais c'est là que tu apprends à voir. Fait que si tu es un professeur à l'école, puis tu as beaucoup d'idéalisme comme on avait dans le temps, puis tu commences à voir que malgré tous tes efforts, tu n'as pas de rendement, bien un jour, tu vas ouvrir tes lumières, puis tu vas, au lieu d'aller à l'école puis d'enseigner avec toute la ferveur de ton âme, tu vas aller à l'école, tu vas faire ta job, puis tu vas crisser ton camp comme si c'était un job normal. Parce que le système est plus capable d'absorber ta grande générosité d'éducateur que tu avais, qui était la formulation de ton individualité. Même chose pour le médecin, même chose pour l'ingénieur, même chose pour l'avocat. Fait que là, ça devient une job. Tu fais ta job parce qu'il faut que tu manges. Puis ensuite, tu reviens dans ton monde, dans ton cercle. Puis là, tu vis ta paix là. Mm-hmm. Tandis qu'avant, ben, tu voulais être un bon éducateur, tu voulais être un bon avocat, tu voulais être un bon médecin, tu voulais être un bon juriste, tu voulais être un bon ci. Puis la première chose que tu sais, c'est que il y a plus d'équilibre. Il n'y a plus d'équilibre entre toi, parce que tu es un bon avocat, mais il n'y a plus de respect de la loi. Tu es un bon policier, mais il n'y a plus de respect de la loi. Fait que ça te donne quoi d'être un bon policier si le système ne te supporte pas en tant que police? Fait que tu rentres, tu fais ta police, puis tu fais ce que tu as à faire, puis tu essaies de ne pas tirer ces bandits le possible, parce que là toute la presse va arriver contre toi. Fait que tu essaies de ne pas créer trop de wave. Fait que l'homme conscient va prendre conscience de ça. Il va voir les limites du système à tous les niveaux. Il va voir qu'est-ce que c'est la limite d'un avocat, qu'est-ce que c'est la limite d'une police, qu'est-ce que c'est la limite d'un juge, qu'est-ce que c'est la limite d'un policier, puis il va travailler en fonction de ça. Moi, j'en connais des gens qui sont en politique, puis laisse-moi te dire qu'ils checkent leur affaire. Checkent leur affaire. Il y en a un qui est venu me voir à Québec toute fois, là. Il y avait un problème, là. Il était trop impliqué. Ah, ben, j'ai dit, m'a fait ma conférence sur l'implication. J'ai fait ma conférence d'implication, il est parti, ça a donné toutes ses réponses. Quand il est arrivé au gouvernement le lendemain, son boss l'a fait chier, puis il l'a tassé tout de suite. Bang! Ça, c'est intelligent. C'est un grand boss. C'est beaucoup, Bernard. Seul, ça a été dur pour lui, tu sais. Mais avec un petit peu plus de conscience, mais ça a été facile. Anyway, d'une façon ou d'une autre, l'homme conscient va être totalement centrique. Comment ça prendra 20 ans, 15 ans, 10 ans, 30 ans? L'homme conscient va être totalement centrique. C'est une autre race. C'est une autre race mentale. C'est l'évolution. Quand tu parles d'évolution, tu parles de retour de ta source. Tu ne parles pas de tremper dans la bouillabaisse de l'évolution. Tu es conscient ou tu ne l'es pas. Mais quand tu es conscient, par exemple, tu es conscient. Tu n'as pas besoin de le dire que tu es conscient, mais tu n'as pas le choix que de l'agir, ta conscience. Fait que si vous dites que vous êtes conscient, vous n'êtes pas capable d'agir intelligemment d'après votre conscience, vous n'êtes pas conscient. Vous êtes simplement des gens qui se masturbent occultement. Merci beaucoup, Bernard.